Top. L'intro commence à être un peu longue. Voilà, donc salut à tous et bienvenue sur YouTube, c'est Sapli. Toi là derrière ton écran, ouais, je te parle. Tu attendais, hein, le troisième si Future. Eh ben, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans ce CG Future, on va parler des petites cuillères. Mais non, couillon. Quoi? Des sprays nasales alors? Non. Ou du... Mais non, gros bêta. Non? De l'espace, c'est l'épisode sur Ah oui, l'espace. l'espace, c'est vrai. Ah. Bah, tu m'apprends un truc, hein. Merci, hein. Eh ben putain, il faut vraiment que je me fasse soigner, moi. Bon, on va commencer sérieusement l'épisode. Tout d'abord, connaissez-vous les lanceurs actuels? Oui, parce que avant de parler de l'avenir de l'espace, on va parler de l'état présent et même de l'état passé, si vous voulez. Est-ce que vous connaissez ça? Ceci est la Saturn V, la fusée la plus puissante et la plus badass jamais construite par l'humanité. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur l'ère spatiale qui est sortie au mois de novembre, je crois. Et on n'a jamais réussi à égaler cette fusée en termes de puissance. C'est la seule fusée qui a envoyé des hommes au-delà de l'orbite terrestre. C'est-à-dire les missions Apollo. On n'est jamais retourné au-delà de l'orbite terrestre après la dernière mission Apollo, Apollo 17, en 1972. C'est-à-dire que ça fait presque 50 ans qu'on n'a pas quitté l'orbite terrestre. Et on parle de lanceurs pour aller sur Mars. N'importe quoi. Vous savez pourquoi on n'a pas construit des fusées encore plus puissantes pour être de plus en plus loin? Oui. Vous avez compris, ça coûte extrêmement cher d'envoyer des hommes là-haut. Et en lancement de Saturn V, autant vous dire que c'était loin d'être économique. Mais il faut savoir que la navette spatiale a coûté plus cher à la NASA que les missions Apollo. Bon, après, elles ont servi pendant plus de 30 ans, alors que les missions Apollo, c'était sur 3 ans. 5 ans. 5 ans, d'accord. Mais les hommes ont marché sur la Lune sur un intervalle de 3 ans, c'est-à-dire de 1969 à 1972. Et une seule mission Apollo qui était censée aller sur la Lune n'y est pas allée. Vous connaissez l'histoire, c'est Apollo 13. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour. Voilà. Bon, d'accord, on n'a pas quitté l'orbite basse terrestre depuis 1972, certes. En attendant, en orbite basse, on a fait quand même beaucoup de progrès. On a construit des stations spatiales en orbite, Mir puis l'ISS. On y a envoyé des Soyouz, on y a envoyé des navettes spatiales. Voilà. En attendant, si on se limite qu'à ça, on va pas aller non plus très très loin. Façon de parler. Mais la majorité des fonds pour envoyer ces vaisseaux dans l'espace étaient détenus par des agences publiques. C'est-à-dire la NASA, l'ESA, la JAXA pour le Japon, c'est... Voilà, l'agence spatiale russe, c'est plus soviétique la Russie. Mais à l'époque, c'était russe. Hein. Et il y a eu une grosse baisse dans les budgets suite à la fin de la guerre froide, étant donné que les avancées technologiques, c'était un petit peu ce qui faisait dire les Russes et les Américains de ne pas s'attaquer entre eux. Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient quand même des arsenals technologiques, et non pas que militaires, extrêmement imposants. Donc ils leur ont dit: ok les gars, vous voyez, on arrive à envoyer des hommes sur la Lune. Alors imaginez si vous nous attaquez, on peut vous balancer 50 missiles nucléaires sur la gueule, c'est bien compris? Donc voilà, la guerre froide, c'était l'équilibre des terreurs, voilà, hein, on appelle ça comme ça. Et c'est pour ça que les deux États ne se sont pas attaqués mutuellement et qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire, et heureusement. Mais bien sûr, après la guerre froide, comment dire, il n'y avait plus rien à prouver. Les États avaient plus besoin de faire peur aux autres. Et donc, Mission Apollo ont perdu tout leur intérêt. Donc depuis, le budget de la NASA a été revu bien à la baisse. Et c'est pour ça qu'on n'a pas quitté l'orbite basse terrestre depuis près de 50 ans. Mais depuis quelques temps, une dizaine d'années, SpaceX a innové un nouveau concept, l'agence spatiale privée. Le but est très simple.
au lieu d'être dirigé par des administrations et donc d'être financé par les impôts des contribuables des États, les agences privées seront donc financées par des fonds privés. Et c'est d'ailleurs Elon Musk qui a eu l'idée de créer sa propre agence spatiale privée. Et on peut dire que ça fonctionne plutôt bien parce qu'il faut savoir qu'en 2017, ils ont été les plus gros lanceurs de satellites en orbite avec 18 tirs. Il n'y a pas une seule agence qui est dirigée par des organisations publiques qui a fait mieux. Donc on peut dire qu'Elon Musk c'est un boss. Depuis SpaceX, depuis la réussite de SpaceX, plusieurs agences spatiales ont été fondées. Je peux penser à Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos. Je peux penser à Rocket Lab, qui est donc une entreprise naissante de petites fusées néo-zélandaises. Et je peux aussi penser à Stratolaunch. Et en fait, le but de Stratolaunch serait non pas de lancer des fusées depuis le sol, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, de lancer des fusées à partir du plus gros avion du monde, qui aura donc comme fonction de transporter les fusées jusqu'à 10 000 mètres d'altitude pour éviter tous les aléas naturels pour le lancement donc, de petits satellites. Et concrètement, c'est pas idiot comme projet. À suivre de très près donc. Alors, dans le futur de l'espace, qu'est-ce qu'on trouvera? Des vaisseaux spatiaux comme dans Star Wars, Star Trek, des engins qui filent à la vitesse de la lumière. Non, je vais vous parler d'un futur quand même un petit peu plus proche. Parce que les vaisseaux spatiaux Star Wars, je pense que c'est pas pour tout de suite. Tout d'abord, si vous avez vu l'intégralité de mes vidéos, du moins l'écrasante majorité pourrait suffire. Vous avez pu suivre mon live, enfin mes deux lives parce qu'il y en a un qui était loupé et le deuxième donc qui est donc réussi, où je commente et que je regarde en direct le premier lancement de la fusée de SpaceX Falcon Heavy. C'était le 6 février. Et j'étais comme ça. La fusée elle décolle, ouais, c'est trop bien. Ne me prenez pas pour un fou. Quand c'est votre passion, eh bien vous êtes excité. Pas du tout comme moi actuellement. Sortie de son contexte, cette phrase peut être un petit peu chelou. Ne faites aucun montage avec ça, ok? Donc, si vous avez suivi SpaceX, et donc le premier lancement réussi de la Falcon Heavy, comment dire, Elon Musk a pensé encore au futur, avec la BFR, qui serait donc une énorme fusée extrêmement puissante, qui ressemble d'ailleurs étrangement à un suppositoire, qui aurait pour mission d'envoyer des hommes sur Mars, du matériel sur Mars, et aussi de ravitailleurs pour les autres BFR. Voilà. Parce que uniquement avec le carburant du lancement, ils n'auront pas forcément une autonomie suffisante. Donc un plein avant le grand départ vers Mars est fortement recommandé. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça. C'est donc un refueling. Alors ce que vous voyez, là les vaisseaux sont côte à côte, mais plus récemment, finalement, ils seront cul à cul pour le ravitaillement. Évidemment, le lanceur est entièrement réutilisable, que ce soit le gros booster ou alors la tête de la fusée. Voilà. C'est un petit peu l'ADN de SpaceX, les véhicules réutilisables, les fusées réutilisables. Et c'est avec ça que notre ami Elon Musk veut coloniser Mars. Mais une autre entreprise privée également a pensé à son futur. Son futur, c'est la concurrence de la Falcon Heavy. Je pense à Blue Origin avec la New Glenn. Oui, elle ressemble aussi à quelque chose, mais on va pas faire la vanne à chaque fois. Cette énorme fusée serait donc un énorme transporteur de satellites qui pourrait en envoyer pas mal dans l'espace. Voilà. Je crois que le premier lancement est prévu vers 2020. Espérons que cette fusée volera dans les temps. Et puis il y a la NASA. Eh oui, la NASA. À quoi ils ont pensé? Au SLS. Le SLS, c'est quoi? Ce serait une fusée extrêmement puissante qui enverra les hommes sur Mars. Ah oui, je vous ai pas dit. Elon Musk et la NASA se font la course pour aller sur Mars en premier. Ouais, c'est une nouvelle course à l'espace.
Bon, c'est un petit peu plus tranquille qu'avec les soviétiques, mais ça risque d'être intéressant. Concrètement, je parierais plutôt sur la BFR plus que sur la SLS. Tandis que la BFR a un espace habitable beaucoup plus important, ce qui pourrait donc accueillir plus d'hommes, plus de membres d'équipage, et donc plus de personnes qui pourraient servir à quelque chose. Parce qu'une petite capsule comme ça, là, bon, elle fait quand même 3 mètres, hein, 3 mètres de diagonale, mais passer 6 mois là-dedans, plus de 3 personnes, pas sûr que ce soit vraiment excellent, quoi. Puis, pour terminer, la NASA a pensé à quelque chose d'intéressant. Peut-être que la NASA ne seront pas les premiers à aller sur Mars. Par contre, ils ont une technologie d'avance sur SpaceX, le moteur à plasma. Le moteur à plasma, c'est quoi? C'est tout simplement une nouvelle énergie, un nouvel état en fait, qui a une puissance assez incroyable et qui pourrait permettre aux vaisseaux actuels d'aller à peu près 2 fois plus vite. Grosso modo, au lieu d'aller sur Mars en 6 mois, on pourrait y aller en 3 mois. C'est-à-dire que si la BFR, elle décolle, et ben, on peut lancer la fusée de la NASA dans les 3 mois à venir pour être certain d'être les premiers. Alors, ce moteur servirait pour des très très longues distances, hein. Par exemple, pour des voyages vers des exoplanètes, si on arrive à prouver réellement leur existence et à être sûr qu'elles sont habitables. Si c'est le cas, ça pourrait être intéressant d'y envoyer des expéditions. Mais je pense quand même qu'il faudrait encore perfectionner ces moteurs pour réduire au maximum le temps de trajet. Parce que même si l'étoile est à 20 000 années-lumière et qu'on mettra donc 2 fois moins de temps pour y aller, on mettra quand même un temps fou. Donc à mon avis, le moteur à plasma est encore une technologie qui peut être améliorée. Et c'est capital pour la suite de la découverte spatiale. Cette nouvelle énergie représente pour moi l'avenir, non pas de ce siècle, mais du siècle prochain en exploration spatiale. Quant à Stratolaunch, on peut aussi un petit peu se pencher sur la question, et à mon avis, cela pourrait faire des économies énormes de temps, d'argent et de carburant de faire décoller ces fusées à partir d'un avion. Et à mon goût, cette petite fusée, eh bien c'est le futur du lancement de CubeSat. Ces espèces de petits satellites qui font la taille d'une brique et qui coûtent pas cher. En gros, c'était du pro, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai envie de vous dire, vive la miniaturisation. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le prochain CJ Future clôturera la série, hein, c'est une série de 4 épisodes. J'espère que celui-ci vous a plu, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, à critiquer la chaîne et même à me dire ce qui a amélioré peut-être sur la chaîne YouTube. Ça pourrait énormément m'aider, avoir des conseils, c'est toujours bon à prendre, hein. Et sur ce, je vous dis salut, à la prochaine, c'était Sabli. Et voilà, vidéo terminée. Bon, la prochaine fois, je fais une vidéo sur le spray nasal, la cuillère ou le stick à lèvres. C'est quoi ce